Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vois que les habitués sont là, ça fait vraiment plaisir. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Joseph Achkar qui est avec nous et qui est le propriétaire du château de Ravel. Alors on va commencer par la question de Florent. Alors c'est plusieurs questions en une en fait. Le château a-t-il toujours été habité ou a-t-il connu une période d'abandon ? Et comment a-t-il traversé la Première et la Seconde Guerre mondiale? Voilà deux questions pour vous. Écoutez, le château a souvent été habité, il a toujours été habité. Alors l'intérêt, c'est qu'en 1000 ans, il s'est vendu simplement deux fois. Une première fois, c'est Philippe de Hardy, qui l'achète au XIIIe siècle. Et une deuxième fois, c'est la famille de Ribrol qui l'achète en 1806. Et ce sont les descendants des Ribrol qui nous le vendent. Donc, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est la famille d'Estaing. Et à partir de 1806, c'est la famille de Ribrol qui l'habite. Donc, nous n'avons absolument pas de période où la maison n'a jamais été habitée. Voilà. D'accord. Et comment a-t-elle traversé cette maison les deux guerres mondiales? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Écoutez, apparemment, je ne pense pas qu'il y ait eu de problème. La maison n'a jamais été occupée et nous n'avons absolument pas de récit de dégâts ou de quoi que ce soit durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le seul élément, c'est qu'un Ribrol qui était un militaire, est mort en héros pendant la Première Guerre mondiale. D'accord, très bien. Alors, une question de Hervé maintenant. La Chambre du roi a-t-elle effectivement accueilli un ou des rois? Non. Alors, toute la grande aristocratie en province se devait d'avoir ce qu'on appelle la Chambre du roi. Et donc, quand le roi se déplaçait dans son royaume et qu'il traversait l'Auvergne, toute cette grande aristocratie était censée avoir la Chambre du roi. Ceci ne veut pas dire que le roi est venu habiter dans cette chambre. D'accord. Et une autre question concernant le château, savoir est-ce que certaines pièces sont des lieux de vie aujourd'hui? Est-ce que vous habitez parfois sur place? Absolument. D'ailleurs, c'est le but. Le but est d'abord de restaurer les pièces les unes derrière les autres pour les investir et pour les habiter. C'est l'intérêt de vivre dans une bâtisse pareille, c'est de pouvoir investir les lieux et que les pièces de réception, les chambres, toutes soient habitées. D'accord, ben voilà, donc vous avez la réponse Hervé et les autres, effectivement, c'est un château habité encore aujourd'hui. Alors, une question concernant la salle des états généraux. Pourquoi tous ces décors avaient-ils été cachés? Et quand? À la Révolution? Est-ce qu'il y a eu des dégâts au château? Non, c'est bien plus tôt. Et d'ailleurs, en fin de compte, c'est probablement une des raisons pour laquelle ces décors ont été préservés. Alors voilà ce qui se passe. Donc, cette maison a été habitée par Philippe le Hardy, ensuite par son fils Philippe le Bel. Et ensuite, Philippe le Bel l'offre à son premier chancelier, qui était Pierre Flotte, pour service rendu à la couronne. Et la famille de Pierre Flotte, reste dans ce château jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pour commencer, Pierre Flotte, premier chancelier, avait de grands moyens. Ensuite, il y a eu toutes les grandes familles importantes de France, comme les La Rochefoucauld, etc.
jusqu'au XVe siècle, on avait encore les moyens d'entretenir les grandes pièces, etc. Et les écuries étaient à l'extérieur, donc elles n'étaient pas à l'intérieur de la maison. À partir du XVIIe siècle, on déménage les écuries à l'intérieur de la maison. Et à partir de là, la salle des États, déjà au XVe siècle, elle est coupée en deux, mais ça reste quand même des lieux d'habitation. Mais au XVIIe siècle, elle est divisée non seulement en deux, elle est divisée en deux étages. Il y a 10 pièces dans lesquelles on stocke tout le matériel agricole et le foin. Et donc, à mon avis, c'est ce qui a sauvé ces décors et c'est ce qui a sauvé cette pièce, parce que comme on ne suivait plus les modes et qu'on ne changeait pas de décor, donc elle est restée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Voilà. C'est incroyable. Et quand est-ce qu'elle a été redécouverte? C'est vous qui l'avez redécouverte alors? Absolument, c'est nous qui avons, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui avons redécouvert, parce qu'on voyait, il y avait un peu de traces d'éléments un peu partout. Et par contre, c'est nous qui avons démonté les 2 étages, démonté les 10 chambres, parce que, vous savez, en principe, on doit rester au dernier état connu. Donc, le dernier état connu était l'état du XVIIe siècle. Il y avait des plafonds à poutres du XVIIe, bon, qui n'avaient aucun intérêt. Et donc, nous avons décidé, avec la DRAC, les monuments historiques, de démonter toute cette partie du 15e jusqu'au 17e et retrouver les éléments du décor, les cheminées, etc. Et le plafond, qui est une merveille absolue de la fin du XIIIe siècle. Donc, magnifique. Voilà, on a retrouvé les plafonds d'origine, les décors d'origine, et comme vous le savez, c'est les premiers décors connus héraldiques en France. On n'en connaît pas un autre exemple. Premier décor, premier plafond couvert, puisqu'avant, et même plus tard, les plafonds étaient à poutres et solides, et là, c'est le premier plafond couvert avec les médaillons que vous avez pu apercevoir, et tous ces médaillons étaient démontés et accrochés comme des tableaux à travers la maison. Donc, il a fallu redémonter tous les médaillons et les replacer sur ce plafond. Super, vraiment cette histoire est géniale et on a une question justement à savoir, est-ce que cette salle est désormais ouverte au public? Elle n'est pas ouverte au public et la raison est la suivante. C'est que pour l'ouverture, on ne peut pas ne pas commencer avec une ouverture officielle parce que les autorités de la région nous ont épaulés, nous ont aidés, nous ont soutenus. Et pour cela, on voudrait faire une sorte d'ouverture officielle. Voilà, l'inauguration. Et comme la tour est toujours en travaux, donc il y a des échafaudages, il y a les grues, il y a donc on attend d'ici le mois de juin pour que tout ça soit terminé, parce que là, on a entamé la restauration de la tour. Et quand tout cela sera terminé, on fera une inauguration officielle et à partir de là, ce sera ouvert au public. Bon, ben voilà. Il faut juste un petit peu de patience. Vous allez pouvoir découvrir aussi la salle des États généraux bientôt. Restez informés et n'hésitez pas à contacter justement le château de Ravel. Peut-être qu'on sera invité à l'inauguration par Joseph Achcar et Michel Charrière. Si c'est le cas, moi je viendrai. Vous êtes les bienvenus. Parfait. Justement, vous parliez des travaux de la tour. Quelles sont vos grosses prochaines tranches de travaux, nous demande Florent. Écoutez, nous sommes obligés de suivre quand même le programme de la DRAC et des monuments historiques. Donc, première tranche a été la restitution de la chambre de Philippe le Bel, que vous avez pu voir,
avec la charpente apparente et les tapisseries contre les murs. Ensuite, deuxième phase, ça a été la salle des états généraux. La troisième phase, c'est la restauration de la tour. Et puis maintenant, nous allons attaquer les toitures. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a 2 hectares de toiture qu'il faut voilà, entreprendre. Et puis ensuite, on attaque le châtelet d'entrée. Et comme nous avons découvert la porte d'origine du Moyen-Âge, donc là aussi, c'est encore une 4e tranche de travaux. Donc ça, ce sont des travaux qu'on va avoir pour facilement 3 ou 4 ans. Voilà. Oui, donc oui. ça, c'est la première tranche et on n'est toujours pas dans ce qui est décoration. Vous voyez, en plus, nous avons découvert l'antichambre de la chambre du roi qui, elle, date du XVIIe siècle. Nous avons découvert le plafond peint et nous avons découvert les fresques murales qui sont extraordinaires. Et là aussi, ça va être une 5e phase de restauration qui, celle-là, va être à l'intérieur du château. C'est extraordinaire ces découvertes que vous faites. Et je reviens à une question qui a été posée, que j'ai vu passer d'ailleurs. Pourquoi avez-vous choisi le château de Ravel plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui vous a fait craquer? Et est-ce que vous attendiez à autant de découvertes en le visitant? Est-ce que vous sentiez quelque chose? Écoutez, bon, moi je suis français mais d'origine libanaise. Quand je suis arrivé, et de toute façon nous habitons toujours le Liban, et quand je suis arrivé, j'ai fait la connaissance de Michel Cherrière, qui lui est auvergnat, de Clermont-Ferrand. La première chose qu'il a fait quand je suis arrivé en Auvergne, c'est de me faire visiter ce château de Ravel. Et c'est un coup de foudre fantastique. Je me suis dit, si un jour, je n'avais jamais pensé acheter une propriété dans le centre de la France, mais je m'étais dit, si un jour cette maison est à vendre, on fera tout pour l'acquérir. Et c'est à partir de là que 30 ans plus tard, nous avons appris que le château de Ravel est en vente. Nous avons immédiatement pris contact avec les propriétaires et ça s'est immédiatement fait. On n'est même pas passé par une agence, il n'y a même pas eu de, d'annonce dans les journaux ou dans des revues. Voilà. Ah oui, donc on était fait pour vivre ensemble. Voilà. Ouais, c'est marrant ça, c'est marrant. C'était celui-là ou aucun autre, quoi. Et vous avez passé... Oui, c'est celui-là, absolument. Et c'est un bonheur de travailler dans cette maison. Il y a tout le temps des découvertes et des découvertes majeures. C'est pas des petits. Et la salle des étangs, c'était extraordinaire. Et même la chambre de Philippe le Bel. Nous avons découvert la cheminée d'origine. À l'intérieur de la cheminée qui a été murée au XVe siècle, nous avons retrouvé le remplage des fenêtres, là aussi du XIIIe, la porte d'entrée polylobée aussi qui était murée. On a retrouvé, mais c'est ce que je dis maintenant, arrêtez de gratter, je n'en peux plus. Et c'est tellement à chaque fois, on gratte. Là où vous grattez, vous retrouvez les peintures du XVIe, du XIIIe, du XIIe. Donc, j'ai dit maintenant, on arrête de gratter. C'est sûr. Et cette histoire de poutres et de lettres laissées, c'est extraordinaire. J'ai jamais entendu ça aussi avec le propriétaire qui laisse sa lettre pour expliquer que c'est lui qui a déplacé la poutre. Ah oui, ça c'est énorme. C'est une histoire. Voilà, ça, vous l'avez suivi. Donc, dans le film. Quelqu'un qui écrit une lettre alors que nous avons toutes les archives de la maison avec tous les détails, n'importe quel
petite histoire est notée, les achats, et là, il écrit une lettre détaillant tout ce qui se passe, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, et il la mure. Il a fallu des cinglés comme nous pour démonter le mur et pour trouver cette lettre dans une armoire derrière un mur. Voilà. C'est fou, c'est fou. Et ça aussi, c'est une lettre qui nous était adressée. Complètement. Ça, c'était pour vous, c'est sûr. On change un tout petit peu de sujet, Joseph, avec une question sur les personnalités. Est-ce qu'il y a eu des personnalités marquantes, historiques ou contemporaines, qui sont venues au château et dont on a des traces, peut-être politiques ou royales ou artistiques? Contemporaine, vous voulez dire, ou oui, historique ou contemporaine. Ça peut être des personnalités. Historiquement, c'est un des rares domaines qui a appartenu à des rois de France qui est toujours en main privée, puisque la plupart des... Alors là, ça a été au XIIIe siècle acheté par Philippe le Hardi, qui achète au seigneur de Ravel et qui transforme ce château, cette forteresse, en domaine royal. Ensuite, c'est son fils, Philippe le Bel, deux des grands rois de France quand même, qui conserve le domaine et l'offre à son premier chancelier, comme je vous l'ai dit, pour service rendu au royaume, canonisation de Saint-Louis, et c'est Philippe le Bel, et ce n'est plus le pape, qui nomme les évêques. Et puis ensuite, vous avez toutes les grandes familles de la grande aristocratie française, et ça se termine à la fin du XVIIIe siècle. C'est la demi-sœur de l'amiral d'Estaing qui hérite, et ensuite c'est la famille de Ribrol, qui est une famille aristocratique auvergnate qui rachète en 1806. Et puis ensuite, tout ce que je peux vous nommer comme haute personnalité vont être Nièvre et Palotte, si je les compare à tous ceux qui ont vécu historiquement dans cette maison. Oui, voilà. Oui, je vois. Peut-être plus récemment, une question de Florent concernant le tournage. Il y a eu un tournage célèbre du film Les choristes qui s'est déroulé entièrement sur le site, nous dit Florent. Oui. Est-ce que vous mettez cela en avant lors des visites? Est-ce qu'il y a une salle dédiée? Et est-ce qu'il y a eu d'autres tournages importants? 3 questions en une. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi on ne met pas en évidence ce film. Parce que on en a marre comment dire, de réduire Ravel au tournage de ce film. Oui. Les gens, les personnes qui doivent visiter cette maison, s'ils viennent pour visiter la maison dans laquelle a été tourné Les choristes, il n'y a rien, donc ils ne viennent pas. S'ils viennent pour visiter un château historique, ils sont les bienvenus. Voilà. C'est pas les choristes, c'est les puristes qu'il faut qu'on cherche, nous. Hein. Voilà. Les passionnés. Je n'ai rien. Le film est merveilleux, il est magnifique. Mais nous avons des personnes qui arrivent et qui veulent, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir où, quoi et comment étaient tournés les choristes. Ben, ils n'ont qu'à revoir le film et comme ça, c'est réglé. Très bien, parfait. Maintenant, on va rester encore dans l'univers un peu artistique, mais un peu différent. Il y a eu plusieurs questions concernant Ravel, l'étymologie du nom, et est-ce que ça a un rapport direct ou indirect avec le compositeur? Absolument pas. Absolument pas. Parce que le nom de Ravel remonte au XIe et XIIe siècle, et le compositeur n'a absolument rien à voir avec Ravel. Et paraît-il que Ravel se prononçait Revel, et c'était quelqu'un qui tient en face des vents. Voilà. D'accord. Ouais,
Donc, rien à voir. Mais c'est Voilà, intéressant à savoir. absolument rien à voir avec le compositeur. Alors, encore une autre question, rapprochement de nom, une question de Marc, et je sais qu'une autre personne l'a posée. Est-ce que l'amiral d'Estaing a un lien avec le président, l'ancien président Giscard d'Estaing, ou rien du tout, encore une fois? Non, ils n'ont absolument aucun lien, puisque le président Giscard d'Estaing s'appelait Giscard jusqu'en 1920 et quelques, et ce n'est qu'à partir des années 30 que son père et son oncle ont repris le nom de d'Estaing. Donc, à l'origine, c'est la famille Giscard, et ce n'est qu'à partir du XXe siècle qu'ils sont devenus Giscard d'Estaing. D'accord. OK. Alors, une question peut-être un peu plus personnelle, mais plus sur votre passion. Est-ce que vous avez une passion particulière sur une période précise de l'histoire? Et est-ce que vous aménagez le château ou est-ce que vous aménagez le château principalement selon l'histoire du lieu ou plutôt selon votre histoire? En gros, c'est ça, selon votre passion. Non, ce n'est pas l'histoire du lieu, c'est la beauté du lieu, c'est l'esprit des lieux, c'est tous ces détails. Il peut avoir l'histoire la plus extraordinaire et ne rien avoir à l'intérieur. Là, vous avez toutes ces découvertes d'abord. D'abord, il y a ce qui existait, on n'avait pas besoin de découvrir, comme la Grande Galerie, qui est unique. Et en France, contrairement à l'Italie et à l'Angleterre, il y a très peu de châteaux avec de grandes galeries. Le salon de musique, la même chose. Il y a très peu de maisons en France, même des hôtels particuliers parisiens, qui ont un salon de musique avec tous ces décors d'origine, la grande galerie, tous ces décors d'origine, etc., etc., plus toutes les découvertes que nous avons faites et que nous risquons de faire d'habitude, c'est-à-dire nous, ça ne nous intéresse pas d'arriver dans un endroit où les décors et les travaux sont faits. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'ennuie. Il nous faut, au contraire, il nous faut des découvertes, il nous faut des restaurations, on est là beaucoup plus pour sauver le lieu que pour, comment dire, que pour venir l'habiter. Notre grand plaisir, c'est beaucoup plus dans les travaux que dans la jouissance des lieux. Intéressant aussi. Très bien. Merci Joseph. On va encore reposer une question. Allez, peut-être deux. On doit terminer à tout prix à 20h, mais on va en poser encore une ou deux. Est-ce que le château est ouvert toute l'année à la visite? Et est-ce qu'il est possible de dormir sur place? On me demande. Non. D'abord, il n'est pas ouvert toute l'année à la visite parce que en hiver, il y a très peu de visiteurs et on ne peut pas dormir, bien sûr, on ne peut pas dormir. Il n'y a pas de chambre d'hôte. Non, nous n'avons pas de chambre d'hôte. Absolument pas. Par contre, il y a autour de Ravel, il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Nos voisins à Ravel ont de très belles chambres d'hôtes dans lesquelles on peut venir habiter. Et ce qu'il y a aussi de très attrayant dans cette maison, c'est cette vue extraordinaire qu'on a sur la plaine de la Limagne et sur les volcans d'Auvergne. Et le grand miracle de l'Auvergne, comme c'est une région qui n'a pas été à la mode, et donc on a encore conservé cette nature comme il n'existe nulle part ailleurs. Oui, ça on l'a et vu. c'est on a l'impression des tableaux du XVIe siècle, les fonds de tableaux du XVIe siècle. La seule région où on les retrouve encore, c'est en Auvergne. Donc c'est un des grands attraits aussi de cette maison et de cette région. Oui, c'est vrai. La vue est vierge, pas d'éolienne, rien du tout, pas de maison. Enfin, je veux dire, absolument rien. Mais absolument rien. Et autre élément très intéressant de cette région, c'est les corps de métier.
C'est unique. Ah oui. Mais c'est unique. Nous avons restauré des palais en Italie, à Venise. L'école de métier en Italie, on s'imagine qu'il y a autant qu'on veut. Absolument pas. Imaginez-vous la charpente du XIIIe siècle qui a été reconstituée, a été faite par des charpentiers, non seulement d'Auvergne, mais à 2 pas de chez nous. Les pierreux, toute la grande main-d'œuvre locale se retrouve en Auvergne. Tout est là. Et ça, c'est unique quand même. Il n'y a aucune entreprise qui a travaillé à Ravel en dehors non seulement de l'Auvergne, mais de la région, dans les alentours du château et de Clermont-Ferrand. Vous avez des entreprises extraordinaires, uniques en France. Ça, c'est intéressant à signaler aussi, effectivement. Eh ben, c'est très important. Comment vous faites si vous avez un monument pareil? Il faut courir à gauche et à droite pour retrouver des entreprises et les faire traverser la France entière pour venir habiter chez vous et s'occuper de toutes les opérations que vous avez à faire. C'est sûr. Ça, c'est une grande chance que nous avons eue. Grande chance. Alors, on nous demande, Joseph, concernant la terrasse, la vue depuis la terrasse. Il y a apparemment une légende comme quoi il est parfois possible de voir jusqu'au Mont Blanc. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi, je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez pas vu? Et ce serait fantastique. Ceux qui l'ont vu, j'aimerais bien qu'ils viennent pour me le montrer, le Mont Blanc. Et allez, on va peut-être terminer là-dessus. Quelle est votre pièce préférée, si vous deviez en choisir une? C'est une question de Diane. Écoutez, comment vous dire, je n'ai pas de pièce préférée. Au contraire, j'aime d'abord, nous n'avons, par exemple, pour vous donner une idée, nous n'avons pas de salle à manger dans cette maison. Alors, nous dressons des tables selon l'humeur, selon la lumière, selon le nombre de convives, etc., etc. Bon, certes, si je dois dire la pièce la plus extraordinaire et une des pièces pour laquelle nous avons acheté cette maison parce qu'on s'est dit, si on ne fait rien que de pouvoir sauver cette pièce, c'est sûrement la salle des États généraux d'Auvergne. Bon, c'est une des pièces les plus extraordinaires, non seulement de la maison, mais je pense que dans le pays, il est difficile de trouver des salles de cette époque-là avec un décor qui, à 80% qui existe avec les plafonds, les cheminées, etc. Je pense que c'est unique en France, vous voyez. On a des exemples religieux de décors de ces époques-là, mais nous avons très, très peu d'exemples de bâtiments civils qui ont conservé des salles de cette importance-là, avec des décors aussi importants du XIIIe siècle. Parfait. Merci mille fois, Joseph, pour toutes ces informations, pour toutes ces petites choses. Moi, je vous remercie aussi. J'étais ravi de participer à cette émission. Merci encore une fois. Moi, je remercie aussi les participants, tous ceux qui ont posé des questions. Je leur dis qu'on se retrouve la semaine prochaine. On va aller dans le Cantal visiter le château de la Vigne. Donc, et n'oubliez pas de nous dire, je vous envoie un lien pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. C'est dans le chat. Et effectivement, Joseph, moi, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez conclure et dire ce que vous voulez, peut-être inviter les gens à venir découvrir le château, ce que vous voulez. En tout cas, merci à tous et merci encore une fois à Michel et à vous pour votre accueil. C'était super sympa et j'ai découvert plein de belles choses. Donc, merci et c'est à vous, Joseph, de conclure, comme à chaque fois. Écoutez, moi, surtout, j'invite tout le monde à partager notre passion et donc acheter. On n'a pas besoin d'acheter des châteaux aussi importants, mais sauvons le patrimoine de la France qui est unique en Europe
et qui est, on peut acheter une belle gentilhommière et la sauver. Nous avons un patrimoine comme il n'y a nulle part ailleurs et très accessible quand on compare, pour être bassement matériel, quand on compare les prix aux propriétés qu'il y a en Angleterre ou en Espagne ou en Italie. Et donc, sauvons notre patrimoine. Voilà ce que je voudrais dire à tous les participants. Parfait. Merci à tous. Bonne soirée. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir à tous. Merci.